Emmanuel Macron en VRP de l'atome cet après-midi, avec un conseil national nucléaire en Normandie et une visite du chantier de la centrale de Penly. 2 réacteurs EPR y seront construits, une priorité pour le chef de l'État, sur fond de guerre au Moyen-Orient et de dérèglement climatique. Parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à gagner la bataille du climat, de la compétitivité et de la souveraineté sans le nucléaire. La France, dont 68,1% de l'électricité provient de l'atome, contre 23,5% en Europe, a accueilli mardi la 2e édition du rendez-vous international sur l'énergie atomique. Un militant de Greenpeace a bien tenté de se faire entendre. Le nucléaire, c'est la vie. Mais c'est l'intervention de la présidente de la Commission européenne qui a marqué les esprits. L'ex-ministre d'Angela Merkel, qui a acté la sortie du nucléaire de l'Allemagne, finalisée en 2023, a opéré une volte-face. Avec le recul, on peut dire que l'Europe a commis une erreur stratégique en tournant le dos à une source d'énergie fiable, abordable et à faibles émissions. Un mea culpa qui peut surprendre bientôt 40 ans après la catastrophe de Tchernobyl et 15 ans après celle de Fukushima, 2 tragédies qui ont réactivé la peur. Le traumatisme serait-il dépassé ? L'atome semble avoir opéré un retour en grâce au nom de l'urgence climatique. Même chez les écologistes, la sortie du nucléaire n'est plus forcément un totem. Yannick Jadot dénonce néanmoins une obsession française déraisonnable. Miser l'essentiel de notre avenir énergétique sur une seule technologie, c'est quand même jouer à la roulette russe. Et je ne dis pas ça parce que Poutine contrôle largement une partie de notre uranium naturel importé et de notre uranium enrichi. Alors la souveraineté énergétique passe-t-elle par le nucléaire, au risque de se retrouver dépendant de l'uranium russe? L'atome apporte-t-il plus de solutions ou de questions, comme le sort des déchets radioactifs? 3 invités pour ce débat. Myrto Tripati, bonsoir. Vous êtes ingénieure, présidente et fondatrice de l'association Les Voix du Nucléaire. Vous estimez que seul le nucléaire est capable de constituer la colonne vertébrale d'un réseau électrique de grande envergure. La prise de conscience climatique et la crise énergétique que l'on traverse en ce moment encouragent une discussion plus rationnelle et apaisée sur le sujet. À côté de vous, Jean-François Juliard, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de France Nature Environnement. Vous étiez directeur général de Greenpeace France entre 2012 et 2025. Vous estimez que ce retour du nucléaire est inquiétant. La souveraineté énergétique de la France ne peut pas passer par l'atome, alors que cela fait 25 ans qu'il n'y a plus d'uranium en France. Et à côté de vous, Lucille Schmitt, bonsoir, vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. Dernier essai, Urgence politique, nécessité écologique. Il est paru cette semaine. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est cela. Et selon vous, le nucléaire doit faire partie de la stratégie énergétique européenne, mais ce n'est pas une solution magique, ajoutez-vous. Il ne faut pas que cela conduise à un désengagement envers toutes les énergies renouvelables. Et on démarre avec l'objectif du jour. C'est le triplement des capacités nucléaires dans le monde d'ici 2050. C'est l'objectif fixé lors de la COP28 à Dubaï en 2023. Une trentaine de pays y ont souscrit. 5 et pas des moindres s'y sont ajoutés depuis: le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, la Belgique et l'Italie. Et au sommet du nucléaire à Paris en début de semaine, nombre de ces pays ont appelé à accélérer l'effort d'investissement. Myrto Tripati, le retour du nucléaire, c'est une tendance mondiale, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ah oui, absolument. Non seulement, alors d'abord la confirmation du choix nucléaire, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est surtout dans l'Union européenne que le déclin avait été avéré, un déclin politique avant tout. Et puis il y a une dynamique extrêmement forte qui se fait jour aussi bien dans les pays occidentaux ou dits développés, le Japon. On va peut-être en parler, les États-Unis, les autres pays européens qui tous reviennent très fortement dans le nucléaire, mais aussi tous les pays asiatiques, Chine, l'Inde, Afrique du Sud. Les pays africains insufflent une dynamique très forte, avec beaucoup de rationalité, beaucoup de pragmatisme vis-à-vis du nucléaire. Ils ont la volonté, eux aussi, de pouvoir bénéficier d'un réseau électrique bas carbone, et qui soit suffisamment d'envergure pour soutenir le bien-être de leur population. Jean-François Juliard, y compris dans des pays qui ont connu des catastrophes nucléaires, on le disait, comme le Japon. Regardez ce sondage, 51% des Japonais sont pour le redémarrage des réacteurs nucléaires à l'arrêt, 35% s'y opposent, et en particulier chez les jeunes, il y a un avis favorable pour le nucléaire.
Mais en fait, la réalité aujourd'hui, quand même, à l'échelle de la planète, c'est que le nucléaire n'a jamais été aussi faible dans la production d'électricité que maintenant. C'est 9% de la production d'électricité mondiale, c'est le chiffre le plus bas depuis 40 ans. Donc on peut se dire qu'il y a un retour en grâce du nucléaire, on peut se le dire, on peut se faire croire toutes et tout ça, mais la réalité n'est pas celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'entends triplement des capacités nucléaires d'ici 2050, 2050, c'est dans moins de 25 ans, sachant qu'il faut entre 15 et 17 ans pour construire un réacteur nucléaire, qu'aujourd'hui, les investisseurs financiers privés prêts à investir dans le nucléaire sont de plus en plus rares, d'où le fameux sommet où Emmanuel Macron joue les super ambassadeurs pour aller chercher des financements pour construire des centrales. C'est-à-dire, où on va trouver l'argent, où on va les construire, ces centrales, pour tripler les capacités d'ici 2050, je n'en ai aucune idée. Et quant aux chiffres, y compris au Japon, dès lors qu'on va commencer à poser la question sérieusement de est-ce que vous êtes prêt à avoir une centrale nucléaire à côté de chez vous, je suis sûr que l'acceptation sociale, comme on dit, de la construction des centrales va être très différente. Donc aujourd'hui, on entend effectivement des responsables politiques dire que le nucléaire fait son retour en grâce. Pour l'instant, les chiffres démontre ça, et moi je n'ai pas vu encore l'ombre du démarrage de ça. C'est un vœu et c'est un objectif et une ambition. Mais Lucie Schmitt, cette ambition, elle est favorisée par le contexte géopolitique et c'est peut-être ça qui convainc aujourd'hui les opinions, c'est-à-dire qu'on veut une souveraineté énergétique pour payer moins cher parce qu'on a vu qu'on était dépendant d'autres pays, et notamment de la Russie dont on ne veut plus l'être. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le contexte géopolitique montre la dépendance par rapport aux hydrocarbures et montre que depuis le temps qu'on parle de transition énergétique, en fait, on ne l'a pas réalisé. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on reste à plus de 60% de la consommation énergétique qui est assurée par l'importation d'hydrocarbures. C'est 58 milliards d'euros par an, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport Pisani-Ferry disait qu'il fallait trouver à peu près 60 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique. Et quand on fait le rapport, on se dit, là, il y a quelque chose qui devrait être de l'ordre du vase communicant. Mais par rapport à ce que vous dites, je crois qu'il faut rappeler une chose, c'est que ne plus dépendre des hydrocarbures, c'est pas seulement se précipiter sur le nucléaire, c'est évidemment relancer de la production nucléaire lorsqu'on est déjà assez bien doté. Je voudrais insister sur une chose, c'est que vous parlez de l'Afrique. Il y a aujourd'hui une seule centrale nucléaire en Afrique du Sud. Il y a des velléités, mais encore faudrait-il maîtriser la technologie. Ce qui est important sur le nucléaire, c'est qu'il faut à la fois avoir le minerai, l'uranium, et la question de la technologie est un deuxième point. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir à la fois le minerai? Là, c'est un problème pour les pays européens qui n'ont pas d'uranium. Certains pays africains en ont et n'ont pas la technologie. Avec qui vont-ils construire des centrales nucléaires? Sans doute avec la Chine. Et il y a un point qui me semble essentiel, c'est que si on veut sortir de la dépendance, il faut aussi faire du renouvelable. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis ni ou oui. Je dis ça parce que c'est tout simplement une nécessité. Il faut à tout prix concilier renouvelable et nucléaire. Pourquoi? Parce que, comme ça a été rappelé par Jean-François Julliard, lorsqu'on construit un réacteur, une centrale nucléaire, ça met très longtemps. Donc vous êtes vous, énergie nucléaire. Moi, je suis en même temps. Parce que je suis aussi pour la sobriété. C'est-à-dire que je pense que la question des économies d'énergie est un sujet fondamental qui, de longue date, a été prévu à l'échelle européenne. Et je dirais que si je dois faire une hiérarchie entre les je dirais sobriété, ENR et nucléaire. Oui, moi je conteste un petit peu alors je conteste pas la terminologie de retour en grâce, parce que effectivement les opinions publiques sont très allantes et poussent très fortement dans ce sens-là, mais c'est plutôt un retour à l'évidence en fait. On ne parle pas d'une vision ou d'un espoir. Là, on a 40 ans de parc nucléaire français dont on commence à reconnaître les éléments, la réalité des faits, l'efficacité de ce qui a été démontré. Donc on ne fait que reconnaître un état de fait et acter le fait, à contrario, que 30 ans de politique énergétique où on a raconté une histoire, on a dit qu'on allait décarboner, c'est pas ce qu'on a fait. On a cherché à remplacer l'énergie la plus bas carbone, qui est le nucléaire, par d'autres énergies bas carbone, qui étaient les renouvelables, plutôt que de s'attaquer aux fossiles. Donc on a menti, il faut le dire. On a menti et ça s'est relativement bien passé parce qu'en France, on avait un socle nucléaire qu'on a su maintenir et qu'on était des pays prospères. Mais quand on est confronté à la réalité et au contexte géopolitique et international, forcément, forcé de reconnaître ce qui marche et ce qui ne marche pas. On va évoquer ce qui s'est passé en Allemagne en 2011. Et l'annonce majeure de la chancelière allemande Angela Merkel, vous vous en souvenez évidemment, à propos de la sortie du nucléaire d'ici 2022. Donc on était en 11 après la catastrophe de Fukushima. Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten. Und dieser Weg ist für Deutschland eine große Herausforderung.
Aber er bedeutet vor allen Dingen auch riesige Chancen für künftige Generationen. Und wir können als erste Industrienation, große Industrienation, eine solche Wende zu hocheffizienten und erneuerbaren Energien schaffen, mit all den Chancen, die für Exporte, für Entwicklungen, für Technologie, für Arbeitsplätze darin liegen. Jean-François Juillard, vous n'êtes pas pour le nucléaire, mais est-ce que vous acceptez de dire que dans ce cas-là, on est allé un peu trop loin et trop vite dans la position allemande, que finalement c'était un peu trop radical, un peu trop manichéen? Mais enfin, je comprends, on est sur Arte, on parle de la France et de l'Allemagne, mais il faut arrêter d'opposer les deux modèles en permanence sur cette question-là. C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre. Nous, on n'a jamais dit qu'il fallait viser le modèle allemand. Le modèle allemand, il pose d'infinis problèmes aussi. La décision de sortir du nucléaire de l'Allemagne en 2011, moi, je la comprends, je l'entends. Il faut aussi se replacer dans le contexte de cette époque-là. Mais la grande erreur de l'Allemagne a été de ne pas travailler sur la sortie du charbon et sur la sortie des énergies fossiles. Parce qu'on a sorti du nucléaire et ils ont ouvert des usines. Exactement. Et on se retrouve effectivement aujourd'hui avec un mix électrique, et c'est moi qui vais le dire, comme ça va aller plus vite, un mix électrique qui est plus émetteur de gaz à effet de serre en Allemagne qu'en France. Et c'est une réalité, personne ne conteste ça. Donc je ne dis pas du tout qu'il faut viser le modèle allemand. En revanche, viser un autre modèle que personne n'a encore inventé, je crois que c'est sérieusement possible et souhaitable. Et vous l'avez inventé, vous, ce modèle? Non, mais d'autres... Vous pouvez le conceptualiser, ce modèle? RTE l'a inventé, l'ADEME l'a inventé. RTE, filiale d'EDF, l'a inventé, l'ADEME l'a inventé. Donc arrêtons de croire que c'est une lubie d'écolos qui ne sont pas sérieux. Ce modèle 100%, laissez-moi terminer, ce modèle 100% renouvelable, il existe. RTE, qui est un organisme sérieux, vous ne pouvez pas les accuser d'être des idéologues des idéologistes de l'écologie. Ils ont fait plusieurs scénarios, il y en a 6, Futur électrique 2050, qui vont de 100% nucléaire à 100% renouvelable. Tous ces scénarios ont leurs points de force, leurs points de faiblesse et tout ça. Mais technologiquement, tout ça est possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est un choix de société avant tout. C'est pas un choix technologique aujourd'hui. On sait qu'on peut travailler sur un scénario 100% renouvelable à l'horizon 2050, qu'on peut aller dans cette direction-là. C'est pas une impasse technologique. Aujourd'hui, c'est un choix de société. Et moi, c'est vrai que pour la société dans laquelle je vis et le monde dans lequel je vis aussi, dès qu'on dézoome un peu de la France, j'ai plutôt envie de vivre avec des sites de production d'énergie renouvelable à côté de chez moi que des centrales nucléaires un peu partout. Voilà. Et je rappelle que dans le contexte du moment, avec la guerre qui s'étend, il faut aussi se poser la question de la vulnérabilité des centrales nucléaires face au conflit qui s'étend. Il y a une centrale nucléaire en Iran qui est à portée de missiles américains. Il y a une centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis qui est à portée en Ukraine. Ou en Ukraine à portée de frappe russe. Oui, non, moi je pense qu'il y a un sujet sur l'Allemagne et la France qui est le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de construction d'un modèle européen énergétique, pour répondre à la question d'Elisabeth Quint, et que, en fait, entre le modèle allemand et le modèle français, il y a très peu de choses en commun, et que lorsqu'Ursula von der Leyen fait une ouverture sur le nucléaire, ce qui surprend parce qu'elle est allemande, c'est qu'en fait, elle dit d'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait faire converger les modèles différents vers une politique européenne commune. Et pourquoi est-ce que... Moi, je voudrais insister sur un point sur l'Allemagne, c'est que le refus du nucléaire, qui a été extrêmement fort en 2011 par rapport à Fukushima, est aussi lié à un refus du nucléaire militaire. Là, on parle de militaire civil, mais la question du parapluie nucléaire américain, la question de... On envisage le nucléaire globalement. C'est une chose qui concerne la France, parce qu'en France, on a été habitué à penser à la dissuasion nucléaire, et du coup, on a moins peur du nucléaire civil. Lorsqu'on est allemand et qu'on est beaucoup plus au contact de la Russie, on a peur du nucléaire en général, parce qu'on est sur un territoire plus sensible, plus vulnérable. Ça me semble être un point important. Et pour terminer là-dessus, je pense que ce qui est essentiel, c'est que Angela Merkel, lorsqu'elle renonce au nucléaire, elle n'est pas anti-nucléaire, en fait. Elle fait face avec pragmatisme à un mouvement de la société allemande qui est un mouvement puissant, avec des sondages qui sont des sondages où très majoritairement tous les Allemands veulent sortir du nucléaire. Donc c'est une position pragmatique qui peut expliquer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est de son camp, de la CDU-CSU, est aussi une position pragmatique, Friedrich Merz, en disant on peut y retourner. C'est pas des positions idéologiques, c'est pas les Verts allemands. Alors, on va évoquer... Attendez, vous allez réagir, mais on va évoquer avec vous trois, il faut qu'on avance, et avec Anna, des mini-réacteurs, on appelle les réacteurs bonsaï, c'est ça, des mini-réacteurs, et l'Europe mise sur ces mini-réacteurs. Oui, les mini-réacteurs nucléaires SMR, comme leur nom l'indique, ce sont des réacteurs nucléaires de petite taille et de moindre puissance que des réacteurs classiques. Par exemple, le PR de Flamanville produit 1600 MWh d'énergie, alors qu'un mini-réacteur en produit 400 maximum. Ce sont donc de petites sources d'énergie d'appoint qui sont complémentaires
nucléaire des grandes centrales. Leur intérêt, c'est d'abord qu'ils sont rapides à construire, contrairement à des réacteurs nucléaires classiques pour lesquels il faut compter, vous l'avez dit tout à l'heure, plus d'une dizaine d'années. Deuxièmement, ils prennent peu de place, sont facilement transportables par camion ou par bateau et peuvent permettre du coup d'alimenter des zones qui sont isolées, voire même certains quartiers urbains. Et enfin, ils sont moins coûteux. Dans le monde, plus de 70 modèles sont actuellement en train d'être développés. Parmi les plus avancés, la Chine qui investit en ce sens depuis 2010 et qui s'apprête à lancer son premier mini-réacteur cette année, en 2026 donc. Viennent ensuite les Américains avec cette fois des partenariats tech et nucléaires assez inattendus. Amazon a investi plusieurs millions de dollars ces 2 dernières années dans sa propre centrale nucléaire avec mini-réacteurs. L'objectif étant d'alimenter ces data centers et continuer à développer l'intelligence artificielle. Et puis Google et Microsoft travaillent également sur des projets similaires. Quant à la France, elle mise, elle, sur 2 mini-réacteurs, Calogena et Jimmy, qui sont censés fournir de la chaleur, pas de l'électricité, à des industries qui sont énergivores comme la chimie ou l'agroalimentaire dès 2030. Myrto Tripati, est-ce que ça c'est vraiment la solution miracle, sachant qu'aucun de ces réacteurs n'est en état de marche actuellement sur la planète? Alors, il n'y a pas de solution miracle et je propose effectivement qu'on fasse peut-être un peu un sort à une posture un peu miracle qui sert du 100% renouvelable, fasse un sort au passé une fois pour toutes, en rappelant que le 100% renouvelable est complètement irréaliste, qu'en 30 ans de politique énergétique très volontariste en Europe et dans le monde, on n'a progressé sur aucun axe. Peu ou pas en décarbonation, en préservation de l'environnement et des ressources naturelles, sur la dépendance énergétique, sur le prix de l'électricité, sur la résilience et la stabilité des réseaux électriques. Donc on n'a pas fait de progrès. Donc à un moment, on acte que ça ne fonctionne pas, on se tourne vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est effectivement des énergies renouvelables, mais mentionnons des énergies renouvelables bas carbone. Et donc là, ça va être de l'hydroélectricité, sur laquelle il va falloir qu'on s'appuie de plus en plus parce qu'elle est pilotable et c'est une clé du réseau, parce que c'est elle qui va permettre stabilité, régulation, optimisation des réseaux électriques. De l'éolien et du solaire, quand on aura des poussées d'électricité parce qu'on va démultiplier la demande autant que possible. Partout où on ne pourra pas faire de nucléaire ou d'hydré ou pas assez vite, il faudra que nous mettions de l'éolien et du solaire, c'est indispensable. Et finalement, des énergies nucléaires, pas une énergie nucléaire, mais plusieurs technologies. Ça n'est pas du tout une technologie figée dans le temps. Aujourd'hui, vous avez les grands réacteurs de grande capacité qui sont la colonne vertébrale de tout réseau électrique bas carbone. C'est physiquement, c'est pas une question d'envie, de popularité. D'accord. Physiquement, c'est les seuls. Et tous ces petits réacteurs qui sont des générations successives, qui vont répondre à d'autres besoins, qui aujourd'hui sont occupés par les fossiles et qui, pour certains, sont difficilement électrifiables et qui vont nous permettre de décarboner en profondeur. Le mix énergétique, écoutez, c'est exactement ce que dit le patron, le directeur général de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Il s'appelle Raphaël Grossi, on l'écoute. We all agree that the conditions out there all point in the direction of integrating fully nuclear energy in our energy mixes. This doesn't mean that nuclear energy is going to be the dominating factor, not at all. Jean-François Juillard, ça vous rassure ce genre de propos? En fait, ce qui me sidère parfois, c'est que quand on dit triplement des capacités nucléaires dans le monde d'ici 2050, allons-y, ça choque personne et tout ça. Et quand moi je dis 100% renouvelable, c'est possible, on m'accuse d'avoir une posture militante. Mais c'est vous qui avez une posture militante en disant que c'est irréaliste. Il y a plein de gens qui disent que c'est tout à fait réaliste, faisable, et en plus on parle d'un horizon à 2050. Donc, ça n'a jamais été réalisé à l'échelle d'un village. Ah, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que ça n'ait pas été réalisé et que ce soit irréaliste. C'est pas du tout la même chose. Moi, je pense qu'il faut travailler en ce sens parce que, encore une fois, vous parliez des réacteurs bonsaï. Attention à des appellations mignonnes comme ça pour ce qui reste un cœur de réacteur nucléaire, quoi. C'est pas un réacteur bonsaï. Vous voudrez, vous, dans 10 ou 20 ans, avoir un réacteur bonsaï dans votre immeuble pour alimenter votre quartier en électricité. En plus des petites unités de production d'électricité,
On en a. C'est le solaire, c'est le photovoltaïque. Sauf que c'est aléatoire et qu'il n'y a pas de stockage Mais non, aujourd'hui mais si, bien sûr, mais bien sûr, si vous l'alliez avec du stockage, ça fonctionne. Ça, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec cette histoire d'intermittence des renouvelables aussi. On sait varier entre. Si vous me disiez un scénario 100% éolien, bien sûr que c'est irréaliste. Mais un 100% qui repose sur les différentes typologies des énergies renouvelables, ça fonctionne. Avec le stockage qui progresse, bien sûr que ça fonctionne. Et vous allez trouver de plus en plus d'ingénieurs, de gens très sérieux qui travaillent sur les questions énergétiques, qui vont vous dire que c'est tout à fait possible. A fortiori, il y a un problème. Justement, plus de nucléaire, ça veut dire aussi potentiellement plus de déchets nucléaires. Est-ce qu'on a les capacités de les stocker ? Je voudrais insister sur 2 choses là-dessus. D'abord, c'est que la Cour des comptes, depuis les années 2010, fait très régulièrement des rapports sur le coût du nucléaire en intégrant la question du risque et en intégrant la question des déchets et du démantèlement des centrales. Et de l'eau, peut-être, et de l'eau et maintenant, il faut intégrer l'eau, vous avez tout à fait raison. Donc ça montre qu'en fait, en termes de coût, le nucléaire coûte assez cher. C'est vrai qu'on a on a un capital en nucléaire, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on a des centrales qu'on peut, comme on dit, repowerer. Je voudrais insister sur un élément essentiel, c'est la question de la sécurité. On a une autorité de sûreté nucléaire qui est réputée dans le monde entier. Et moi, je lis les rapports de l'autorité de sûreté nucléaire, le soir, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a consacré tout un chapitre à la question des SMR, en disant ce qui est inquiétant sur ce sujet, c'est que les projets fleurissent, mais ce ne sont pas des acteurs habitués aux pratiques de sécurité d'EDF. Des partenaires. Et donc, il y a un enjeu sur les questions de sécurité, et il va falloir, elle dit, recruter en fait tout un service sur la question des SMR si on en a, parce que c'est des enjeux de sécurité très différents de ceux des EPR, donc des grosses centrales nucléaires et des réacteurs. Donc il y a un enjeu de sécurité important, et la dissémination du nucléaire, ça a toujours été un sujet. Je crois qu'il faut là-dessus quand même être clair. C'est là encore, vous le disiez, c'est pas de la pensée magique, mais encore moins les SMR. C'est pas parce que c'est petit que c'est magique. Myrto Tripati, il y a aussi un sujet tout de même pour le développement nucléaire, c'est l'uranium, c'est le combustible dont on a besoin. On est dans la dépendance vis-à-vis d'autres pays, notamment de la Russie. C'est ça qui peut être inquiétant, c'est-à-dire qu'on quitte une dépendance pour en aller vers une autre. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là ? Alors, c'est très bien que vous posiez la question parce que moi, effectivement, ce que je regrette dans ce qui a été une décision populiste de la part d'Angela Merkel en 2011, qui a suivi une désinformation massive, qui a associé les morts d'une catastrophe naturelle historique majeure à l'échelle de l'humanité, qui a été un tremblement de terre et un tsunami au Japon, avec un accident de centrale nucléaire qui n'a pas fait de mort. Donc on a un accident qui n'a pas fait de mort, qui conduit à la mise à l'arrêt. Fukushima évoque 2300 morts autour de Fukushima. D'évacuer, et c'était les résultats et les conséquences de l'évacuation et de la peur. Sur l'uranium, mais sur l'uranium. Absolument pas de l'accident lui-même. Non, mais c'est important. C'est important c'est les morts de la catastrophe de Fukushima. Non. Attendez. Sur l'uranium, Myrto Tripati. C'est important parce que aujourd'hui, on a fait ces choix-là et on s'est rendu compte que le bilan de tenter du technosolutionnisme ne fonctionne pas, y compris sur des questions de souveraineté, d'indépendance énergétique. Et aujourd'hui, en France, les gens comprennent que quand vous dépensez de l'argent sur le nucléaire, en fait, vous investissez sur vous-même. En France, on investit sur nous-mêmes quand on fait des dépenses en nucléaire, dans nos Sauf qu'on n'a pas de mine d'uranium, voilà la question. Et que 40% des l'uranium est en Russie. On va fermer le cycle en 2100. On l'aurait fermé bien avant si on n'avait pas fermé Superphénix il y a 40 ans, et puis ensuite, il y a 30 ans, et puis ensuite Astrid. On est capable de recycler quasiment intégralement le combustible et de faire du nucléaire une énergie circulaire. On sait recycler l'uranium, on a 1000 solutions. Nous n'avons plus de temps. Pour ne pas avoir s'inquiéter de cette problématique qui en réalité n'en est pas une. À tous les trois d'être venus et d'appuyer sur le champignon.